Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous et de partager un moment sympa où je vais vous raconter voilà un petit peu mon vécu, ce que m'a apporté Olivier et voilà, et toute cette belle histoire. On se connaît depuis 5 ans et demi. Voilà, 5 ans et demi, ouais. 5 ans et demi grâce à ton kiné, qui était le kiné de l'équipe de France de VTT et qui m'avait rencontré parce que j'avais travaillé sur des joueurs de rugby à l'époque d'Oyonnax. Ouais, en fait, j'étais en rééducation, kiné très cartésien, et en fait, un autre patient que j'ai croisé une demi-heure dans ma vie m'a dit qu'on avait le même kiné, et il m'a dit, bah, tu discuteras avec Stéphane, il est branché hypnose en ce moment. Du coup, moi, je voyais pas trop le rapport au départ, et je me suis dit, bon, bah, je vais lui poser la question quand ça se présentera. Et du coup, je lui dis, bah alors, l'hypnose, et il m'a expliqué qu'il t'avait rencontré, donc grâce à un rugbyman qui, suite à une blessure, entre le vendredi où il avait fait son bilan et puis le lundi, il y avait plus rien à voir. Et donc Stéphane lui dit, mais comment ça se fait en 2 jours, il peut pas y avoir une métamorphose comme ça. Et donc le rugbyman lui a expliqué, donc il avait travaillé avec toi, et du coup Stéphane, par curiosité, voilà, et a pu venir sur une séance. Il est venu observer, il a fait une séance, et après il s'est formé à l'hypnose. Voilà. Et du coup il me dit ça, et puis moi je me dis, bah c'est la 2e fracture que j'ai au niveau de la cheville, donc j'ai fait à Londres en demi-finale de ce côté, et donc en février avant Rio, je fais l'interne. Et je me dis, il me reste 5 mois, j'ai rien à perdre, on verra bien. Et du coup, je t'appelle. Entre-temps, Stéphane t'avait laissé un message. Et voilà. Et puis, on réussit à se voir alors que je pensais qu'on n'arriverait jamais à faire coïncider nos agendas. Paris, Mâcon, voilà. Lyon, Paris, Toulouse. Toulouse, voilà, on s'est rencontrés. Voilà. C'était le métier que j'avais quand je travaillais avec les sportifs. J'avais une papa mobile. Et donc, en 4 séances, voilà, tu m'as apporté plein de choses. Dont je les détaille maintenant du coup. Alors juste je vais dire un truc. Dernière séance 15 jours avant, Crêpes de Toulouse. On arrive 10h du matin. Moi j'arrivais de Bordeaux. Elle arrive, elle me dit bonjour Olivier. Donc là on prépare la séance pour être championne olympique dans 15 jours. Je dis pas du tout. Je vois sa tête. Ah bon? On fait pas la séance pour que je sois championne olympique? Je dis pas du tout. On fait la séance pour que tu donnes ton meilleur judo. Mais un judo de rêve que tu n'as jamais fait, celui que tu fais à l'entraînement. Je vois l'émotion qui remonte. Hein. Elle est en train de revivre. Mais là, si tu donnes ce judo de rêve, il y a personne qui te bat. Et en fait, elle fait Ippon, Wazari. Donc super truc, parce qu'en fait, je lui ai dit qu'il y a que 3 mois, elle le savait pas avant. Je dis, écoute, je vais te dire quelque chose. Je t'ai fait une amnésie pendant l'hypnose pour que tu te rappelles jamais si tu es en 8e, en quart, en demi ou en finale. Ton subconscient va jouer chaque match comme si c'était le premier. Et c'est vrai que j'ai été concentrée du début jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est une journée de rêve. Tout le monde me l'a dit. On t'a trouvé super concentré, t'étais complètement focus. Et moi, à chaque fois, j'enchaînais. Je faisais tous mes petits rituels. Voilà, j'ai fait ma pyramide. Où j'allais chercher toutes mes capacités. Qu'on intègre, et voilà. Et dans la chambre d'appel, là où c'est un moment qui est assez compliqué parce que ça peut être très court comme très long, on a l'adversaire en plus qui est juste à côté. C'est des moments où on peut stresser, où on peut sortir de son combat, sortir de cette dynamique qu'on avait jusqu'à présent. Et du coup, à chaque fois, je commençais à je refaisais mon ancrage, je retournais dans ma pyramide et ainsi de suite. Et du coup, ce temps qui pouvait être super long, passait simplement. J'arrivais à chaque fois à relancer la machine et j'étais une machine arrivée sur le tapis. Et vraiment, ça a été une compétition où j'ai survolé. Et dans l'interview après, je disais c'était ma journée. Il pouvait rien m'arriver. J'ai fait mon meilleur judo. Et du coup, je me suis pas pris la tête avec justement du peur, du stress. J'étais je fais mon meilleur judo, je m'amuse, je profite et ça sourira et ça sourit. Voilà, donc le but, c'est jamais le résultat. Le résultat, c'est la conséquence du chemin. Le chemin, c'est de prendre plaisir, c'est ce que j'avais dit. Il fallait que cette journée, j'ai dit voilà, le 8 septembre, c'était le 8 septembre, tu vas faire le judo de rêve, un judo extraordinaire, d'une fluidité que jamais t'as joué, jamais t'as fait. Et en fait, je n'ai jamais dit qu'elle allait gagner la finale, j'ai simplement dit que tu allais jouer ton meilleur judo, mais un judo que personne peut arrêter.
Et en fait, c'est ça la zone. C'est vraiment d'être dans cette fluidité dont je parlais encore à midi, chercher la fluidité, Arnaud, tu vois. La fluidité, elle te guide et elle te fait réussir des miracles. Voilà, super. Alors, super parce que tu finis, pas tout à fait puisque tu vas recommencer. Bah oui. Mais elle a dit, tranquille, hein, 2 ans. Voilà, faut on organiser. Pose les limites, on exprime les besoins. Tout Comment à tu fait. vas t'entraîner? On est vraiment, quand on est sportif de haut niveau, on est comme un auto-entrepreneur. Donc on a cet objectif et derrière on va aller chercher tout ce dont on a besoin pour pouvoir que tous les courseurs, voilà, dans la salle des machines, soit des machines pour ceux qui connaissent les protocoles. Voilà, soit comme il faut. Et voilà, je sais, j'ai l'expérience, j'ai le recul, j'ai le fait de positiver. Voilà, même cette 2e place, je la positive en me disant, comme tu disais tout à l'heure, bah voilà, pourquoi j'ai fini 2e alors que je suis au-dessus, j'ai fait tout le combat et que l'arbitrage n'était pas avec moi. Eh ben, c'est peut-être parce que j'ai des choses extraordinaires à vivre à Paris. Bravo, bravo. Donc voilà. Bravo. Toujours positiver. Et aller chercher, et tout tourne toujours à ton avantage. Et voilà. Et donc après avoir pleuré très longuement parce que la déception, parce que je voulais ça pour mes proches, mais pas de manière stressante justement. Le fait de vouloir ramener, pour ceux qui ont vu mon interview, la déception et le fait que j'étais désolée, c'était juste parce qu'en fait tu m'as appris à ce que le fait de s'engager dans cette compétition pour ramener cette médaille pour les autres soit pas un stress, mais au contraire une force. Et du coup voilà, mais après hop, distance, on se calme, petit ancrage, tout va bien. Pourquoi ça se passe comme ça? Comme tout tourne à ton avantage, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher derrière. Du coup, on a le sourire sur le podium après. Voilà. Et puis surtout, moi, ce que j'appréciais, c'est en juillet, on s'était vu en mai avec Jackson et Clément, on a fait séance, et en juillet, on a fait une séance, mais avant, ce qui m'importait, c'était de lui apprendre qu'elle puisse le faire elle-même. Parce que on a enregistré, moi, avec les sportifs, j'enregistre les séances, ils peuvent les refaire après, directement, et je dis, écoute, tu vas dans la salle des machines, tu fais ça, tu rajoutes ça, c'était comme un puzzle. Et j'ai adoré, tu m'as dit, mais c'est génial, je peux me les faire moi-même. C'est ça, l'autonomie. C'est de rendre conscient à la personne qu'elle a ses propres ressources. Moi, j'ai rien, je suis juste un catalyseur. Voilà, tu nous montres le chemin et après, c'est nous qui décidons ce qu'on veut y mettre dedans. Faut que ça nous corresponde à nous, c'est notre imaginaire. Et c'est vrai que je me suis aperçue, quand on s'est revu, que pendant les 5 années, on a eu un passage où on s'est pas vu pendant 4 ans et quelques. Ouais. Mais voilà, j'avais gardé des choses de ce qu'on avait travaillé et du sport, je l'ai amené aussi dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Et en fait, à chaque fois, je pouvais faire les ponts. Et rapidement, en fait, on n'a pas eu beaucoup besoin de faire de séances parce que voilà, j'ai fait hacker le cerveau qui m'a vraiment aidé à... Le programme pour entrer en alpha en 1 mois et demi. Voilà, donc j'ai fait par contre je suis zen. Voilà, là, plus. Je suis hyper zen alors qu'avant j'aurais jamais été capable de faire ça. Donc vraiment j'ai fait ce programme et puis voilà, ça m'a permis de me poser, de me calmer et puis d'intégrer tous les exercices qu'on a fait ensemble. Et ce qui est important, c'est vraiment comme pour tout d'ailleurs, c'est de travailler en fait parce que ça vient pas non plus comme ça. C'est ça. Donc il faut répéter pour que ça devienne automatique. Et maintenant, je sens quand j'ai besoin de refaire les exercices, et je les faisais tous les jours. Et là, il y a certains exercices, je les ai pas faits depuis 3 semaines, parce que voilà, maintenant c'est intégré. Ouais. Et quand j'ai besoin de refaire un petit je refais mon exercice. Rentrer en alpha. Du coup, Stéphane, son kiné, que je voyais plus non plus, m'appelle. Il me dit, Olivier, tu te rappelles de moi? J'ai vu Sandrine. Je la reconnais pas. C'était Madame 10 000 volts. Il y a toujours d'énergie, mais alors elle est canalisée. Elle m'a dit que c'était ton programme. Tu peux m'envoyer ton programme. Voilà. Maintenant, il m'envoie l'équipe de France de VTT pour le programme. Il y en a plusieurs qui sont en train de faire ça. Donc moi, ce que j'aime, si tu veux, c'est de faire comprendre aux gens que quand tu changes de fréquence cérébrale, que tu rentres dans des états modifiés de conscience, la vie, elle change. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Moi, ça m'a permis vraiment de positiver, d'aller chercher, je sais qu'aujourd'hui j'ai un handicap visuel, voilà, ça a été compliqué quand j'étais enfant, pour différentes circonstances, les moqueries à l'école, mes parents qui travaillaient. C'est ça? Oui, même moins, entre un 20e et un 60e. Un 20e et un 60e. Donc, elle voit rien. Elle ne voit que des ombres. Pas, ça m'arrange. Elle ne voit pas. Elle ne voit que des ombres. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que moi, je suis visuel et quand je fais des protocoles d'hypnose aux sportifs, vois ce qu'il y a à voir. Vois rien.
Mais en plus, j'ai une mémoire visuelle, c'est ça le pire. Mais elle voit tout en gris. Donc, il a fallu que j'adapte vraiment sur la kinesthésie. Par rapport aux couleurs et ça, les sensations et tout ça. Et donc, elle a un 20e et un 60e aux yeux. Voilà. Donc, elle voit uniquement des ombres. Et voilà, ce que je voudrais, moi, ce qui m'a touché, ça a été cet échange qu'on a eu en juillet, tu sais, qui a duré 1h30, où tu m'as parlé de ta vie. C'est ça que je voudrais toucher le plus grand nombre de personnes, où tu m'as dit, voilà, j'ai eu une injustice, cette maladie, le fait de pas être comme tout le monde, de pas avoir une enfance, les moqueries, etc. Mais finalement, c'est ce qui a provoqué ma rage de vaincre. Tout à fait. Quand j'étais enfant, en fait, mes parents voulaient pas du tout, parce que j'ai un grand frère qui a presque 8 ans de plus que moi, qui a la même pathologie. Ils voulaient pas du tout qu'on soit considérés comme des enfants en situation de handicap, parce que ça l'est encore aujourd'hui. Le handicap, c'est quelque chose de très péjoratif. Voilà, c'est de l'à peu près. Si on va faire la BA pour aider, il y a beaucoup je retrouve plus le terme, ça va revenir. On sait pas comment faire en fait quand on croise quelqu'un et on est maladroit. Et du coup, mes parents, ils voulaient pas que ça soit négatif pour nous, donc on devait faire comme tout le monde. Et en fait, ça a été dur à l'école, les moqueries et devoir se débrouiller tout seul. Donc une injustice, voilà, une humiliation. Voilà, et moi je ressentais de la colère, du rejet, de l'injustice. Mais en fait, tout ça, ça m'a permis de grandir plus vite, d'être autonome, et puis d'avoir ce caractère que j'ai, qui m'a permis derrière, après, d'aller chercher des choses encore plus grandes et d'être vraiment une combattante, quoi. Ce qu'on a retrouvé sur le tapis. Les grands champions que j'ai accompagnés ont tous une grande colère. C'est la colère qui fait que tu as cette rage de vaincre. Voilà. Et en fait, quand j'ai commencé le judo, ça m'a permis justement de cette colère, cette injustice que je ressentais, de la transformer de manière positive à travers la pratique du sport. Et grâce au sport, voilà, j'ai commencé à avoir des amis, j'ai commencé à être comme tout le monde, et puis la gamine à qui à la rentrée là, il y a la table, et puis là il y a personne, donc on se met à côté, et puis 3 mois après on retourne sa veste parce que l'effet de groupe, et du coup voilà, j'étais plus cette personne rejetée et exclue, mais j'étais juste une judokate comme n'importe quel enfant. Et ça m'a permis de me construire et puis de dépasser mes limites toujours, à chaque fois, d'aller chercher plus loin. Et pendant une grande partie après, je veux dire à partir de 20 ans, dans ma vie, ça a été l'année 2002, elle a été charnière parce que je suis rentrée en équipe de France de parajudo. J'ai découvert que les études de kiné existaient pour les déficients visuels et j'ai rencontré mon mari. Donc il y a toute une première période de ma vie qui est où j'ai pas pu m'épanouir, où voilà, j'étais vraiment dans l'injustice et la colère. Après, dans cette deuxième partie de ma vie, j'ai commencé à avoir des super choses qui me sont arrivées grâce au sport. Et au départ, j'étais jamais satisfaite en fait. J'essayais d'aller chercher, mais je savais pas où était ma place. Enfin, j'ai eu toute une période où je me cherchais. Et en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, et sur les 5 ans, les 5 dernières années, ça m'a permis de pouvoir justement me satisfaire de ça, en ayant toujours le désir d'aller plus loin, d'être toujours positive et surtout de croire en moi. Parce que c'est vraiment avec toi que j'ai réussi à croire en moi, en mes capacités, avec l'utilisation de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de tous ces rituels que j'ai mis, des mantras, donc tout ce que je me répétais. Les mantras. Les mantras. Ah oui, ça. Elle a dit quoi, mantra, moi? Je répète mes phrases et je me persuade, et voilà, et cette visualisation de la gagne, de l'objectif, en ressentant les choses vraiment, c'est pas juste l'image, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on gagne. Tout de suite, voilà, vous avez une force en vous qui arrive et qui vous submerge, et ça vous permet vraiment d'avancer. Et puis de pas stresser sur un événement comme ça aussi, voilà, d'avoir se dire, moi j'ai pleuré toute mon enfance dès qu'on m'interrogeait à l'oral, j'ai pleuré au bac, ou alors je disais plus un mot, il y avait plus rien qui sortait, c'était pas possible, et du coup je finissais par pleurer parce que j'étais pas, voilà, j'avais aucune confiance en moi, j'étais pas satisfaite, je me mettais une pression de dingue, et voilà, maintenant sans forcément préparer, juste en se disant voilà, tu lâches, tu dis ce que t'as à dire, tu racontes ton expérience, tu restes vrai, en fait ça passe tout seul, et voilà, et ça vraiment l'authenticité, c'est des choses que tu m'as apporté, tu m'as permis d'avoir ce qui me manquait pour passer le cap,
Et voilà. Et après, comme tu le dis, on travaille nous-mêmes pour pouvoir justement trouver quelque chose qui nous corresponde. Tu nous donnes la base et après c'est à nous de travailler et puis de continuer de potentialiser tout ça. Ce que j'ai aimé en juillet, c'est quand tu m'as dit, voilà, j'ai vécu l'injustice, j'ai pleuré, j'en avais marre de cette vie que j'ai menée. Mais aujourd'hui, c'est grâce à cette injustice, c'est grâce à ça que j'ai pu mener cette carrière et que j'ai pu devenir qui je suis, championne, porte-drapeau. Et finalement, si j'avais pas eu ces problèmes, j'aurais eu une vie de merde. C'est ça. Et je préfère avoir un handicap et vivre la vie que j'ai menée. Ça m'a touché quand elle m'a dit ça, parce que là, je me suis dit, elle est partie pour 2024. Voilà, on est un certain nombre de sportifs à avoir cette vision. Voilà, moi, si j'avais pas eu ce handicap, si j'avais pas eu ces difficultés, si j'avais pas eu la capacité à chaque fois finalement d'en tirer du positif et puis de saisir les opportunités, comme ta rencontre, c'est vraiment une opportunité que j'ai su saisir. Et j'aurais pas cette vie de fou, j'aurais pas rencontré autant de gens, j'aurais pas vu autant de pays, j'aurais pas eu ces grandes émotions sportives. Et c'est vrai que le sport, au niveau émotion, c'est difficile de trouver quelque chose d'équivalent, à la fois dans le positif comme dans les grands moments de détresse que j'ai pu connaître après ma blessure à Londres, par exemple. Et vraiment, j'aurais pas eu tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai une vie de dingue. Enfin, je veux dire, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un métier que j'adore. Je suis sportive de haut niveau avec cette carrière et j'ai plein d'envies, plein de projets, plein d'idées. Et voilà. Et peut-être que si j'avais pas eu ce handicap visuel, voilà, je serais peut-être célibataire, j'aurais un boulot que je déteste, je serais sédentaire, je peserais 150 kilos, j'en sais rien. Mais voilà, je sais pas ce que je serais. Mais en tout cas, je sais que finalement, grâce à ce handicap, j'ai cette vie incroyable. Et voilà, moi, j'en suis hyper reconnaissante. Même si c'est très difficile parfois, même s'il faut faire beaucoup de sacrifices et que la vie de sportive de haut niveau, de mère de famille et de kiné, il y a des moments, c'est compliqué pour réussir à tout faire. Mais derrière, j'ai tellement de chance de faire tout ça et d'avoir tout ça. Donc moi, je suis hyper reconnaissante et elle a voilà. un super projet que je dirais pas, mais vous allez entendre parler d'elle bientôt. Hein? Dans les médias, n'est-ce pas? On verra ça, ouais, mais si, c'est next step, vous verrez. Madame Sandrine Martinet, hein, la présidente. J'en dis pas plus. Vous verrez voilà. Non, ça c'est pour te faire un ancrage. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie, Sandrine, avec ton expérience de vie, de faire partager au plus grand nombre, de transmettre pour que les gens passent à l'action et surtout osent, qu'ils osent se lancer, qu'ils osent réussir. Et il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des feedbacks. En fait, c'est la clé pour moi, c'est croire en soi. À partir du moment où on croit en soi, on est capable de déplacer des montagnes. Et c'est ça qui a vraiment changé ma vie. C'est qu'au fur et à mesure des années, voilà. Et l'autre chose, c'est je dirais, c'est le travail et le dépassement de soi. Vraiment, que ce soit dans ma carrière de sportif ou dans toutes les autres facettes de ma vie, ça vraiment c'est ce qui a déclenché le fait que maintenant je peux faire des choses que j'aurais jamais cru pouvoir être capable de faire. Et du coup, avec tes formations, nos échanges, notre partage. Elle a pris la formation de magnétisme et d'énergie. Elle voilà. m'a dit, après les Jeux Olympiques, je m'y mets. Je me forme au magnétisme parce que je fais des techniques. Parce que je sais que c'est là. Pas conventionnelles. Hein? C'est la première fois que je vais dans son cabinet à Mâcon, je la fixe au sol, tu te rappelles? Je ne pouvais plus bouger. J'active des points du corps. Parce qu'il y a des points, ce qu'on appelle les points dragons. Et elle n'arrivait plus à bouger. Et je l'apprends à faire ça. Et alors, je rentrais, parce que je fais Mâcon-Paris, Paris-Bordeaux, et j'ai un message le matin à 8h. Voilà, c'est ce qu'on apprenait. Elle me dit... C'est ma cheville pourrie, hein. Là, je suis bien, là. Elle me dit, Olivier, j'ai pas osé t'appeler hier soir, mais il y a un truc qui va pas. Hein. Il y a un truc qui va pas. C'est le mental analytique. Première séance qu'on fait ensemble. Je suis kiné. Non, j'ai gagné en proprioception. Après ta séance d'hypnose, je suis allé utiliser, tu sais, la balance que tu fais comme ça. Elle me dit, mais attends, c'est fou. Tu agis là, et j'ai ma cheville. Comment t'as fait? Moi, je suis kiné. Il faut que tu m'expliques comment tu fais. Tu te rappelles? Ouais. Voilà. C'est comme ça que tu as commencé à me convaincre. C'est ça. Donc, je fais des techniques énergétiques, je fais beaucoup de magnétisme en plus de l'hypnose. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est super. Donc, alors, s'il y a des questions à poser, je pense que le bien... Questions-réponses, et puis on fera une pause de 20 minutes où tu pourras
parce qu'il y a peut-être des selfies, des gens qui voudront des dédicaces et autres, et puis parler avec toi, parce que tu as des choses à partager. Tout à Puis on fait. te libérera pour ces heures. Donc, est-ce qu'il y a des questions à poser? Qu'est-ce que vous avez envie de demander? Oui. Ma question, c'est, en tant que sportif de haut niveau, quelle est la part de la préparation mentale par rapport à la préparation physique? Est-ce que c'est équivalent ou 50-50? Donc, je répète pour que tout le monde entende dans la salle. Par rapport à un sportif de haut niveau, quelle est la part de la préparation mentale par rapport à la préparation physique? Est-ce que c'est 50-50? Quel est le pourcentage de la préparation mentale? En fait, je pense que la préparation mentale, elle est hyper importante et qu'elle fait partie des fameux curseurs. Après, je pense que ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui en ont besoin de beaucoup, d'autres un petit peu moins. Et puis, ça dépend aussi de là où on en est par rapport à la préparation mentale. C'est vrai j'avais beaucoup plus besoin à Rio que pour Tokyo, parce que j'avais avancé dans ma vie et que justement avec ma problématique de confiance en soi, j'étais plus du tout au même niveau. Donc là, j'ai fait un petit peu moins de préparation mentale que il y a 5 ans, mais en tout cas pour moi, ça fait partie voilà des curseurs qu'il faut intégrer pour les sportifs au jour d'aujourd'hui, parce que le niveau il est tellement élevé que c'est ce qui vraiment peut faire la différence. Et puis comme on dit souvent, pour gagner une compétition, ça se passe là. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler. Après, ça dépend de chacun, mais en tout cas c'est essentiel d'en avoir une au jour d'aujourd'hui pour les athlètes de haut niveau. Surtout qu'on en parlait à table, je disais que par rapport aux autres athlètes que j'ai l'habitude de suivre, le judo et les sports de combat, c'est particulier parce qu'il y a des catégories de poids. Donc ça veut dire que quand elle m'appelle 3 semaines avant les JO, elle est à 3 kg 51 ou d'être à 48. Donc il faut être sûr de faire 3,5 kg à 4 kg de moins. Donc ça veut dire c'est privation. À un moment donné où tu es au taquet, sans être fatigué, parce que si tu n'arrives pas au poids 3 jours avant, tu vas faire du sauna. Tu vas faire 2 litres d'eau, mais le cœur, il va fatiguer et tu arrives avec 40% d'énergie. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est comment tu arrives à la compétition. Tu t'es entraîné pendant 4 ans, tu as 2 derniers mois de folie, tu as le mental, putain, tu n'as pas le poids, et là, tu vas carrément... Le régime que j'ai fait pour Tokyo, c'est le meilleur régime que j'ai jamais fait. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, la descente, parce que le mot régime est pas forcément le bon. La descente au poids, c'est quelque chose de très compliqué pour un judoka. Et c'est très négatif. Voilà, il y a la privation, il y a la déshydratation. Donc moi, ce que j'ai voulu, et c'est en travaillant des exercices qu'on a fait ensemble que je me suis approprié pour cet objectif-là, c'est vraiment vivre ça de manière positive et d'être hyper carré dans ce que je faisais, de pas me déshydrater parce que j'étais tout le temps déshydratée, du coup j'arrivais livide le lendemain à la compète, et de pouvoir manger le plus longtemps possible un maximum de choses, mais voilà, dans des petites assiettes. Après il y a tout des protocoles que j'ai mis en œuvre, et quand je regarde ce régime, finalement je me dis déjà que j'ai réussi, donc ça c'est top. C'est la première victoire en fait du judoka, c'est la pesée, et le lendemain voilà, ça permet de vraiment rentrer en compétition. Et après, je me suis dit, mais voilà, tu t'es mis cette contrainte, mais derrière, tu t'es réconcilié avec la cuisine. Je détestais cuisiner, j'aime bien maintenant. Tu manges mieux, donc c'est beaucoup plus sain pour toi et tu fais du bien à ton corps. Tu permets à tes enfants de mieux manger, ainsi qu'à ton mari, même si mon mari, c'est un petit peu plus compliqué que les enfants, etc., etc. Et en fait, de cette difficulté de devoir descendre et de perdre du poids et d'être sur quelque chose de pas physiologique, pour le coup, j'en ai sorti plein de choses positives et ça m'a énormément appris sur moi et sur comment bien s'alimenter pour notre santé. Voilà, merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va te permettre d'aller dans le public si les gens veulent discuter avec toi directement. Je regarde par rapport à ton train. Ouais. On a encore 5 minutes et après. Une autre question ou... Alors, pour les Jeux paralympiques, l'handicap, il est visuel. Il y a que des déficients visuels. Il y a une classification B1, B2, B3. Donc B, c'est pour blind. Les B1, c'est les non-voyants. On va dire, pour faire simple, B2, très malvoyant, et B3, malvoyant. Moi, je suis B2.
je suis borderline B3. Et en fait, cette classification, elle s'établit en fonction soit du champ visuel, soit de l'acuité visuelle. Donc, en ce qui me concerne, c'est l'acuité. Et on est classifié, voilà, à l'international par un ophtalmo étranger qui nous fait des tests. On doit faire aussi des tests en France un peu plus poussés et on doit amener les résultats. Et ça permet, voilà, de nous classer soit B1, soit B2, soit B3. Et après, en fait, pendant la compétition, on est tous mélangés. Ils veulent essayer de modifier ça, mais pour l'instant, je pense que ce sera pas pour Paris 2024, ce sera sûrement pour 2028, que les B1 soient à part. Mais voilà, on verra ce qu'ils vont faire. En fait, j'en profite pour rebondir là-dessus. Au niveau du judo, du para-judo, la seule chose qui change, c'est qu'on part garde installée. En fait, les repères se font avec les mains. À partir du moment où on tient le kimono, on a tous les repères kinesthésiques, sensoriels pour pouvoir faire du judo comme n'importe quel autre judoka. Et c'est pour ça que moi, dès que je suis arrivée gamine, à partir du moment où j'avais attrapé celui qui était en face ou celle qui était en face, après, voilà, c'était bon. Dommage. Et du coup, comme on part installé, même si il y a des B1, des B2, des B3, si on les mélange ensemble, finalement, ça pose pas tant de soucis que ça. Et c'est simple. Après, au quotidien, je m'entraîne avec des valides et les meilleurs valides sur les structures de haut niveau du judo, donc les pôles France, les pôles espoirs, les pôles France et l'INSEP. Et voilà, et plus on a des gens forts en face de nous, plus on progresse, plus on va se dépasser. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Parfait, super. Une autre question? Alors, Quel était ton ressenti quand tu as gagné les Jeux de Rio? Il y avait énormément d'émotions. Ça chamboulait dans ma tête. Il y avait de la joie, il y avait de la fierté. Il y avait du soulagement parce que c'était aussi voilà, j'avais fait 2 fois deuxième, une fois la médaille en plâtre avec ma cheville. Donc il était temps que ça voilà. Et parce qu'elle se contente pas d'être médaille d'argent, 2 fois médaille d'argent. Non. Le vrai champion, il y a que la première place. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je vais faire Paris mais sinon, on y va pas que une vraie pour championne, hein. Si tu te contentais la 2e place 3 secondes places, non, c'est pas suffisante. Non, j'ai du mal j'apprécie ce que j'ai, mais j'ai toujours besoin de plus, et c'est ce qui fait que j'ai des objectifs et que je fonctionne comme ça, et que du coup, ça me pousse à aller toujours plus loin. Et ça fait que la vie, elle est passionnante. Donc, un mélange d'émotions. Je saute partout, comme une puce. Et après, je retrouve mon entraîneur. Je lui saute dessus, il me fait tourner, et après le plus beau moment à ce moment-là, c'est quand je vais dans les gradins, je rejoins mes entraîneurs d'avant qui avaient fait le déplacement. Donc j'ai l'entraîneur des garçons qui m'avait arraché du sol pour me monter dans les gradins, et là je retrouve mon fils, mon mari, mes parents, et là c'est juste magique parce qu'en fait tout ça on le fait à l'arrivée. C'est nous qui gagnons, mais on fait surtout ça pour partager ce bonheur avec les autres. Et voilà, pouvoir partager à ce moment-là, ça a été le plus grand souvenir. Voilà. Alors, la question que je voudrais te poser, c'est le porte-drapeau. Porte-drapeau, donc au dernier jeu. Donc, qu'est-ce que c'était comme émotion? C'était, comme on le dit tous, un honneur, une fierté. Donc voilà, Jackson pourra en témoigner. Et justement, le fait d'être porte-drapeau, ça, je pense qu'il y a un an, j'aurais pas géré ça de la même façon. Et encore une fois, le travail qu'on a fait ensemble, ça m'a permis de me dire, oh là, c'est pas porte-drapeau, aller chercher une médaille, c'est compliqué, beaucoup de stress, comment on gère. Des soucis. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, alors, quelles sont les choses positives là-dedans et dans quoi je vais pas tomber? Et du coup, je me suis dit, voilà, porte-drapeau, c'est quoi? C'est aller apporter ton expérience, ton vécu aux autres, le partager pour leur donner un petit quelque chose, en plus de ce qu'ils ont fait, leur travail. Et ça, c'est échanger, partager, c'est ce que t'adores faire. Donc ça n'a pas de pression. Pas du tout. Tu vas juste kiffer ce que tu fais en temps normal, sauf que là, on te donne l'opportunité de le faire encore plus. Donc un super cadeau. Et après, le côté média, vraiment le fait de voir, avoir la médiatisation derrière, ça peut être très compliqué. Et moi, je me suis dit, au lieu de me dire, il va falloir que tu causes bien, que tu représentes bien, que ne fasses pas d'erreur. Je me suis dit, là, on me donne l'opportunité de pouvoir transmettre un message. À la fois mon message, mais celui de tout le mouvement.
Et je me suis dit, c'est une opportunité. C'est pas un truc où tu dois te dire, oh là là, faut que je parle bien, faut que tout se passe bien, faut pas que je fasse de bêtises. Non. T'as les capacités, t'as confiance en toi, donc tu vas pouvoir transmettre le bon message. Et ça, c'est vraiment une opportunité. Et du coup, le côté porte-drapeau, je l'ai vécu comme ça. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie. Et du coup, je me suis vraiment pas embarrassée avec le stress, mais vraiment pas du tout. Et ça a été, voilà, un instant magique, très très court par contre, très 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 court. Très cool. Mais t'es resté Mais toute la c'était compétition, ouais, il fallait rester jusqu'au bout. Ah, alors pour le coup non, je suis rentrée Ah, t'as pu rentrer. à la moitié D'accord. du temps. Malheureusement avec les consignes sanitaires, Ah ouais. j'ai dû rentrer. Mais on a vécu d'autres choses. Il fallait un porte-drapeau sur place, un porte-drapeau au Trocadéro pour ce qui était organisé justement pour fêter avec le public parisien et puis ceux qui ont fait le déplacement nos médailles et pouvoir justement échanger avec ce public et que le public aussi puisse venir essayer des sports paralympiques. Donc il y avait plusieurs ateliers où les gens pouvaient nous rencontrer, échanger avec nous et pratiquer en situation de handicap. Et il y a eu le grand moment de la cérémonie de clôture où je me suis retrouvée à chauffer 9000 personnes. Ils ont fait 9000 personnes en entrée. Les valides avaient fait 12 000, je crois. Ah ouais. Et du coup, j'ai fait un bien truc, marché. voilà, j'ai fait un hop, Ha! Ha! Oh, oh, oh! un truc devant 9000 places. J'ai même fait un paquito. Enfin, c'était un moment incroyable où voilà, nous, enfin ce genre d'événement, on l'avait jamais vécu avant, donc ça donnait une petite idée de ce que pouvait être Paris 2024. Tu nous as amené un cadeau, le précieux. Oui, il est On va là-bas. demander à Laetitia de passer le sac. Voilà, merci. Je vais demander à Jackson et à Clément de venir. On va faire une photo de groupe réuni des 3 champions du monde. Oui, et puis tu peux dire que Jackson a participé à tout ça aussi. Ouais, Jackson qui a accompagné. Donc, Jackson, tu es où? Ouais. Ouais. Jackson, Clément. Donc, si vous voulez prendre des photos, vous pouvez en profiter. On va laisser après. Alors, Clément, le roi, lui aussi, il sort de la matrice. Et lui aussi, vous le verrez en clôture, c'est un barjot. Et là, c'est le chef des barjots. Jackson Richardson. Les barjots qui ont... On va enlever ça. Voilà. Donc, on va... La médaille. Mais Jackson, mets-toi à droite, à gauche. Ouais. Vous voulez? Non, c'est tous les deux, là, comme ça. Bah, viens là. Moi, je mets derrière. Tchac. Ouais. Voilà. Yes. C'est vraiment en argent ou c'est C'est lourd. lourd? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous prendre au premier plan Ouais, on va Ouais. demander qui c'est qui peut prendre. Laetitia? Ah oui, Laetitia. Tu me l'enverras, je donne pas mon téléphone. Moi, tu sais que j'ai besoin de ton bras. Ouais, t'as pas le bras assez long. À chaque fois qu'on est ensemble, c'est lui qui fait les selfies. T'as vu le bras qu'il a? Hein? Regarde, regarde. Moi, je joue même pas. Hein. C'est pour ça que j'ai jamais pu faire du hand, moi. C'est good? Super. Voilà. Génial. Attends, je vais prendre une photo de public aussi. Bah ouais. Laetitia.